19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 11 octobre 2023. 19h45, nous débutons avec cette brève. Le ministère nigérien des Affaires étrangères a, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU en date du 10 octobre 2023, ordonné aux coordinatrices résidentes du système des Nations Unies, Mme Louise Aubin, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter Niamey sous 72 heures. Une décision consécutive à la volonté du secrétaire général de l'ONU de nuire au Niger et à son peuple. Le désengagement des troupes françaises du territoire nigérien est désormais une réalité après un refus catégorique de l'Élysée. Depuis le 9 octobre dernier, l'on observe le départ des dites troupes par voie aérienne et terrestre. Une situation qui a suscité ce commentaire de la rédaction Labari signé Aboubakar Ibrahim. Il s'agit ainsi là d'un événement grandement historique que personne ne peut imaginer par le passé et qui marquera génération après génération les filles et fils du Niger, ce grand pays sahélien qui a décidé de se battre pour une souveraineté totale. L'une des forces la plus puissantes en armement et en nombre d'hommes reconnus mondialement, chassée par un des États qualifiés de l'un des plus faibles sur le plan mondial. Venue en clin d'eau sur un territoire qu'elle espérait conquis à jamais, elle repart lamentablement après un long déchirement politique et médiatique entre les deux États. Un véritable exploit qu'il faut en toute bonne justice mettre à l'actif du peuple nigérien sous l'impulsion des nouvelles autorités nigériennes. Cependant, pour parvenir à ces désengagements des bases françaises, il faut savoir que les Nigériens, après bien sûr la suspension des accords militaires, se sont mobilisés des jours comme des nuits devant les entrées de la plus importante base qu'est l'escadrille, privant ainsi les soldats français du minimum vital en bloquant tout approvisionnement. Asphyxiés, les soldats se retrouvant aux abois n'ont eu d'autre choix que d'abandonner l'aventure. À savoir, et c'est pour la petite histoire, qu'avant l'installation des soldats français, l'armée nigérienne était engagée sur pas moins de 3 fronts et avec le peu de moyens, des trop longs comparables à ceux des Français, veiller sur l'intégrité du territoire nigérien, imposer le respect et assurer une tranquillité à tous les Nigériens. Mais depuis l'arrivée des soldats des pays occidentaux dans la France, l'armée nigérienne n'a cessé de prendre des coups face à des individus armés opérant seulement à moto et entraînés à la sauvette. Beaucoup de questionnements ont été posés par les Nigériens pour tenter de savoir d'où proviennent les armes, qui les fournit, par quel canal transitent-elles et pourquoi les groupes armés semblent beaucoup mieux armés après seulement l'arrivée des forces françaises. Ce qui a fortement contribué à favoriser les sentiments anti-présence des soldats français sur le sol nigérien. Et il faut aussi souligner qu'après le départ définitif de ces soldats, il reviendra désormais à l'armée nigérienne sans restriction aucune de veiller sur le peuple nigérien comme par le passé. À savoir aussi que ce convoi est l'une des étapes d'un long processus qui conduira jusqu'à la fin de l'année 2023 à tout au long de son cortège passé sans aucun incident particulier. Invités à faire preuve de retenue et éviter toute provocation pendant le passage du convoi, les Nigériens ont globalement respecté cette directive et n'ont émis que des cris de joie au passage des désormais ex-partenaires du Niger. Le 10 octobre 2023 sera une date gravée en lettres d'or et les Nigériens en seront les témoins. Ce départ des troupes françaises est diversement apprécié par nombreux concitoyens que je vous invite à suivre. Je travaille juste à 30 mètres. J'ai vu le convoi des soldats français. Bon, vraiment, ça c'est un soulagement au moins. C'est un pas de combat. Mais ça ne veut dire pas que on va laisser le combat ou un truc déjà. Ce n'est que le commencement. C'est maintenant on va commencer le combat. Et ils vont partir jusqu'à le dernier Français. Inch'Allah, ils vont partir. Je suis très fier, je suis fier. Et on est fiers de nos autorités actuelles, la CNSP. Et on les soutient et ils vont partir. Ici, c'est notre pays, c'est au Niger, ils vont partir, ils sont obligés de partir. Depuis l'avènement du CNSP, la jeunesse nigérienne est déterminée
à ce que ces forces du mal quittent notre pays. Et on est déterminé aussi jusqu'à ce que même le dernier sandal des soldats français quitte notre territoire nigérien. J'attends d'autres disent que le combat est gagné. Il reste beaucoup. Il reste beaucoup. Et je tiens à féliciter les brigades de veille qui, nuit et jour, sont toujours là jusqu'à ce que tous les Français, les Français et militaires français quittent notre territoire. Ne dites pas que la lutte est gagnée, hein. Ça reste beaucoup et on continue le combat, Inch'Allah. On dit Alhamdulillah et nous remercions le peuple nigérien que nuit et jour s'est mis la main dans la main, levé sur un seul pied pour dire non à la coopération française. Et puis, on ne dit pas que la lutte est finie, la lutte est terminée. Vous n'êtes pas sans savoir, les Français sont dangereux. Et puis, on est là, on veille jusqu'à ce que le dernier soldat français vole sur leur pays. On est là, nuit et jour, on les attend. Ils vont quitter notre territoire, notre pays, le Niger. Ça appartient aux Nigériens, pas à la France. Aujourd'hui, c'est vraiment une satisfaction totale pour tous les Nigériens. Il n'y a pas que Niamey qui a vu les gens de Walam et de Ayoru jusqu'à Niamey. C'est des populations nigériennes qui étaient au bord de la route, qui ont vu le départ. On a vu aujourd'hui, c'est une réalité. Les forces françaises, les forces du mal sont en train de quitter et nous laisser notre pays. C'est une victoire totale et nous profitons de votre micro pour remercier les populations nigériennes, de remercier le gouvernement actuel qui a su, avec son management, faire en sorte que Macron puisse partir et sous le calendrier qui a été proposé par le gouvernement nigérien. C'est bien, ils ont amené un calendrier qu'on a rejeté. C'est très bien, aujourd'hui on est fiers de notre gouvernement. Aujourd'hui dans le monde entier, on sait qui est le Niger. C'est pas le Niger d'avant où chaque fois on dit non, dernier du monde, non. Aujourd'hui on sait que c'est le Niger des Nigériens. Aujourd'hui dès qu'on dit Niger, on ne dit pas Nigérien. On est tellement fiers de ça. On remercie la population, la jeunesse, les médias, les marabouts qui n'ont ménagé aucun effort depuis un mois, 15 jours que nous sommes basés ici à l'escadrille pour faire en sorte que ces forces du mal puissent quitter. Il a dit que l'ambassadeur ne quitte pas, il est parti. Aujourd'hui, c'est ces militaires qui quittent à travers la honte. Tout au long de leur trajet, ils sont bu de la honte. Dieu merci, alhamdulillah. La salle de réunion du gouvernorat de Tillabéri a servi de cadre ce matin à un atelier sur les directives des Nations Unies, résolution 1325 et 2250 relative à l'implication des femmes dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Cette rencontre est l'initiative du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, section du Niger. Le point avec Adam Soumana sur les images de Noufou Jibo. Les jeunes et femmes de la région du fleuve Tillabéri se retrouvent ainsi pour se pencher sur leur rôle à Udevoli dans le cadre d'un processus de paix et de sécurité dans le pays. Occasion pour le point focal du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO au titre de la région de Tillabéri de s'apaisantir sur l'implication des femmes dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est capital à plus d'un titre dans la mesure où l'implication des femmes dans le processus de la consolidation de la paix au Niger est aujourd'hui de plus en plus un fait palpable. Les prochaines assises se donnent pour objectif de réviser et amender les plans d'action 1325 et 2250 établis en les inscrivant dans le contexte actuel et par axe prioritaire majeur. Promouvoir la culture de la paix, de la cohésion sociale et de l'inclusion des femmes et des jeunes pour une citoyenneté responsable. Ces conclaves étaient assortis d'une déclaration de jeunes et femmes de Tillabéri sur la situation sociopolitique du Niger. Prenons acte des déclarations et proclamations du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP du 26 juillet 2023. 2. Apportons notre soutien indéfectible aux actions annoncées par le CNSP et réaffirmons notre engagement dans l'intérêt des populations nigériennes. 3.
Demandons au CNSP de privilégier le dialogue inclusif en vue de trouver des solutions pacifiques et structurelles durables. 4. Respecter et protéger les droits des femmes et des enfants, principalement victimes de violences. Invite les jeunes qui sont souvent instrumentalisés dans les appareils contextes à plus de responsabilités. 5. Impliquer les femmes et les jeunes dans le processus de discussion, de concertation, de médiation, de définition des solutions, de gouvernance et de prise de décision. 6. Condamnons les sanctions inhumaines et inédites imposées à notre peuple, déjà meurtri par la pauvreté et les affres de l'insécurité par la CEDEAO et l'UEMOA. Demandons le lever immédiatement des dites sanctions. 7. Demandons à la communauté internationale et aux institutions régionales et continentales d'intégration et de coopération africaine de mettre à la disposition du Niger toutes les ressources et mécanismes nécessaires, notamment ceux dédiés à la médiation et à la gestion des conflits pour résoudre la crise au Niger. Tenant compte des défis de la sous-région et de l'impact que pourrait avoir l'irradiation d'une telle instabilité au Niger, au sein de l'espace CEDEAO et dans le Sahel. 8. Enfin, invitons l'ensemble des Nigériens à une grande mobilisation autour du CNSP pour la sauvegarde de la patrie. Lançons un appel à la paix et à la cohésion sociale. A noter qu'auparavant, c'était le vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri, Assafrid Moukela, qui a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants, tout en louant cette initiative des jeunes et femmes membres des plateformes 1325 et 2250 de la région du Fleuve. Une photo de famille a sanctionné cette importante activité. Depuis un certain temps, l'on constate un encombrement des voies publiques au niveau de certains marchés à Niamey, particulièrement le marché de Yantala, communément appelé Aboutaï. Les usagers de la route et piétons se plaignent de cette situation. Sharifatou Daouda et Abdel Nasser Sedou pour le reportage. Il n'y a pas encore longtemps, c'était l'occupation anarchique des trottoirs qui posait problème dans la ville de Niamey, notamment à cause de l'usage abusif de ces passages de piétons et de motocyclistes par les vendeurs ambulants à chariots. Aujourd'hui, les trottoirs ont disparu dans certaines rues et de nombreux chariots se retrouvent sur l'asphalte pour continuer à commercer tranquillement, malgré le désagrément que cela pose pour la fluidité de la circulation et de la sécurité routière. Les vendeurs ambulants ont obstrué la voie, toutes les voies aux alentours du marché. C'est des voies souvent qui vont dans qui conduisent à des domiciles privés qui sont aussi à côté des marchés. Et même pour les riverains aussi et ceux qui viennent au marché, souvent c'est très difficile parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des achats qui doivent obligatoirement, en tout cas, amener leur véhicule au niveau des boutiques. Donc tout cela, c'est un dysfonctionnement et ça empêche en tout cas beaucoup de personnes de venir au niveau des marchés parce que vous voyez, souvent on est obligé de garer le véhicule très loin avant d'atteindre le marché. À l'œil tu vois, la place est vraiment occupée par les charrettes et autres. Vraiment, on ne voit pas, tu vois, non. Les voitures n'arrivent même pas à passer, ni les motos et les bicyclettes aussi. La voie est vraiment encombrée, vraiment. Les conducteurs et piétons se plaignent des embouteillages que cela occasionne. Ils ont également fait des suggestions aux autorités pour les dispositions à prendre afin de dégager ces voies publiques réalisées à grands frais. Moi je vois, c'est au niveau des autorités. Ils n'ont qu'à essayer de faire un emplacement ici. Au moins ça, des policiers ou bien autres agents de la mairie pour chaque fois occuper l'emplacement. Et nous estimons que les municipalités doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour évacuer ces voies. Et souvent, on peut peut-être
en tout cas verbaliser tous ceux qui sont en train d'obstruer la voie, que ce soit les vendeurs ambulants, que ce soit ceux qui garent leurs véhicules sur la voie et qui empêchent la libre circulation. Donc la mairie doit prendre des dispositions dans ce sens. La mairie peut verbaliser en utilisant la police municipale. À quand la fin du calvaire? Se demandent les usagers de route de Niamey. À chaque fois qu'une solution semble trouvée pour désengorger la circulation et sécuriser davantage les usagers, un nouveau problème survient pour casser l'élan des autorités municipales. Du sport dans cette édition, parlons football féminin avec les éliminatoires de la Coupe du monde féminine. Le MENA U20 entrera en lice demain face à l'équipe de la Guinée-Conakry. Les préparatifs de cette rencontre dans ce reportage de Ibrahim Tikiri. C'est un groupe du MENA U20 motivé qui croisera le fer face à la Guinée ce jeudi 12 octobre 2023 au stade Jean Sénikounché de Niamey. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde de football féminine prévue en Colombie. On est là ici pour faire plaisir à tout le monde. On se prépare bien. On va essayer de tout faire pour pouvoir gagner chez nous. Parce qu'on est là pour gagner, pour ne pas... on va mouiller le maillot, on va tout faire pour pouvoir faire plaisir. Vraiment, on veut vraiment mouiller le maillot pour l'honneur de la patrie. Inch'Allah. On veut tout faire pour gagner. C'est pas facile, c'est pas du tout facile, mais on va le faire, Inch'Allah. Le staff technique du MENA U20 s'attelle au dernier réglage technique avant le jour J avec des joueuses engagées face à un adversaire déjà réputé dans les joutes africaines de la catégorie. C'est de montrer quand même que le football féminin a des beaux jours devant lui. On va progresser, il faut qu'on travaille de plus en plus. Avec les compétitions, l'équipe ne sera plus la même d'ici peu. Parce qu'on est en train de faire un rattrapage, on est un peu en retard par rapport au football féminin. Donc il faut vraiment que les gens s'attellent au travail. MENA U20 Guinée-Conakry, c'est ce jeudi 13 octobre 2023 à 16h au stade Général Sénikounché de Niamey. Une manche aller qui sera suivie d'un match retour prévu le 15 octobre 2023, toujours au stade Général Sénikounché de Niamey. Tous au stade pour la promotion du football féminin au Niger. L'entrée est gratuite. Place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique juridique qui traite aujourd'hui des sanctions de la CEDEAO à l'onde du droit communautaire, un sujet traité par Maître Alfred Goubagé, juriste également président du Raza Presse. Très bonne réception. Parler cette fois-ci au regard du traité révisé de la CEDEAO et du protocole additionnel sur la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention et de gestion du règlement des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité. D'abord, il faut dire que depuis un moment, la situation est assez difficile. Je crois que c'est une situation que tout le monde peut sentir, peut voir, tout simplement du fait de la décision prise par la CEDEAO, ce qu'on a appelé les sanctions de la CEDEAO à l'encontre de notre pays. Alors, nous avons voulu regarder un peu le traité révisé de la CEDEAO ainsi que le protocole additionnel sur la bonne gouvernance, afin de voir la mesure prise, est-ce qu'elle est conforme à ce qui est prévu par la réglementation. Nous allons essayer de lire ces dispositions, et je crois qu'à la lecture de ces dispositions, chacun peut tirer les conséquences, peut essayer de voir est-ce que ces sanctions, telles que nous les vivons aujourd'hui, sont conformes à ce qui est prévu par les textes. Et je crois que vous serez assez surpris de constater que quand même il y a un déphasage entre les sanctions prises et la réalité des textes. Et je voulais aussi, avant de lire cette disposition, tout simplement dire que c'est
en réalité, ce n'est pas les autorités qui sont venues au pouvoir qui sont dans leur majorité concernées ou bien qui sont directement touchés par ces événements. C'est le peuple. N'est-ce pas? Et le peuple vit ces sanctions au quotidien, évidemment, avec l'accompagnement des autorités, il faut le dire. Mais vous voyez l'écrasante majorité, prenez la question aujourd'hui des coupures d'électricité. Le peuple peut la sentir. Les autorités de la CEDEAO, en prenant une décision pareille, est-ce que les textes ont prévu effectivement une coupure d'électricité d'un État en cas d'intervention, je sais pas, dans la prise de pouvoir par des autorités militaires? Donc vous voyez, c'est autant de déphasages qui sont là dans la pratique, ce qui n'est pas trop, si vous voulez, conforme à la réglementation. Regardons tout simplement le traité révisé de la CEDEAO. Il a prévu un mécanisme de sanction en cas de non-respect des dispositions pertinentes de ce traité. Alors, c'est le chapitre 16 qui traite des sanctions. Et au terme de l'article 77, qui est intitulé « Sanctions applicables en cas du non-respect des obligations ». Eh bien, cette disposition, ou bien cet article 77, dispose que les sanctions qui peuvent être prises en cas de non-respect des obligations par un État, les sanctions qui peuvent être prises à son encontre, vous avez la suspension de l'octroi de tout nouveau prêt ou toute nouvelle assistance par la communauté. Vous avez la suspension des décaissements pour tous les prêts, pour tous les projets, les programmes d'assistance communautaire en cours. Vous avez le rejet de la présentation des candidatures aux postes statutaires et professionnels. Vous avez la suspension du droit de vote. Vous avez la suspension de la participation aux activités de la communauté. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article de la conférence, on dit, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la conférence, c'est-à-dire la conférence des chefs d'État, peut suspendre l'application des dispositions sur la base d'un rapport motivé et circonstancié établi par un organe indépendant et présenté par le secrétariat exécutif qui spécifie que le non-respect des obligations est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de cet État. Voilà ce que prévoit le traité révisé de la CEDEAO. Maintenant, revenons au protocole additionnel sur la bonne gouvernance. Eh bien, nous allons voir également que ce protocole additionnel a prévu des mécanismes de sanctions. L'article 45, ou bien si vous voulez, c'est le chapitre 11 qui prévoit les modalités de mise en œuvre des sanctions. Chapitre 11. Article 44. L'article 44 dispose que le présent article complète les dispositions du chapitre 5 du protocole du 10 décembre 1999. Eh bien, l'alinéa 2 prévoit qu'au fin de donner plein effet à ce qui est dit à l'article 28, etc., et là, à l'article 45, en cas de rupture de la démocratie, par quelque procédé que ce soit, et en cas de violation massive des droits de la personne dans un État, la CEDEAO peut prononcer à l'endroit de l'État concerné des sanctions. Et l'alinéa 2 prévoit que les dites sanctions à prendre par la conférence des chefs d'État et de gouvernement peuvent aller par gradation, c'est-à-dire aller État par État. Premièrement, vous avez refus de soutenir les candidatures présentées par l'État membre concerné à des postes électifs dans les organisations internationales. Deuxièmement, refus de tenir toute réunion de la CEDEAO de l'État membre concerné. Troisièmement, suspension de l'État membre concerné dans
toutes les instances de la CEDEAO, pendant la suspension, l'État sanctionné continue d'être tenu au paiement des cotisations de la période de la suspension. Troisième point, pendant la dite période, la CEDEAO continuera de suivre, d'encourager et de soutenir tout effort mené par l'État membre suspendu aux fins de retour à la vie constitutionnelle démocratique normale. Et quatrièmement, sur proposition du Conseil de médiation et de sécurité, il peut être décidé à un moment approprié de procéder, comme il est dit, à l'article 45 du protocole. Donc, voici les mécanismes de sanctions que personnellement, moi j'ai trouvé dans le traité révisé de la CEDEAO et dans le protocole additionnel sur la bonne gouvernance de la CEDEAO. Donc, vous comprenez avec moi que la batterie de sanctions qui a été prise et dans lesquelles nous vivons actuellement vont au-delà de ce que je viens de citer. Donc, je ne sais pas c'est quelle interprétation qui a été faite, en tout cas pour ma part, ma lecture des choses se résume à ces dispositions que je vais de lire. Et je vois que les mécanismes de sanctions qui ont été prises vont au-delà de ces deux dispositions de la CEDEAO. Donc, en un mot, les mesures de fermeture de frontières, souvent, vous voyez tout ce que cela a amené comme conséquence. J'ai entendu même que souvent l'approvisionnement en médicaments des populations ou bien des malades, cela a été. Vous voyez, ce sont des mesures vraiment qui touchent même aux droits humains, qui touchent à la dignité de l'homme. Et cela, non seulement au-delà des produits pharmaceutiques, regardez la question de l'électricité dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais combien de personnes ont besoin de cette énergie pour vivre, même dans les hôpitaux? Moi, je crois que, au regard de ces dispositions, normalement, les textes de la CEDEAO, on dit que ce sont des sanctions qui sont graduelles, qui vont progressivement. Et la CEDEAO devrait suivre ces mesures en allant peut-être progressivement, état par état. Mais vous voyez, c'est des sanctions qui ont été prises d'emblée, d'un seul coup, et difficiles, et qui sont vraiment difficiles pour le peuple. Et je crois que les dispositions de la CEDEAO sur la question sont assez pertinentes et claires. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Les sanctions de la CEDEAO que nous avons vues, qui ont été prises, sont inconformes à ce qui a été prévu par les textes que nous venons de lire. Donc, les autorités, toutefois, nous avons vu qu'il y a une porte qui est ouverte aux négociations. La CEDEAO, son mécanisme a prévu de suivre les nouvelles autorités afin de trouver une solution pacifique, une solution à la question qui est là. Parce que la situation est intervenue. Dès l'instant où le fait est intervenu, il faut maintenant chercher des mécanismes de sortie de crise et non des mesures qui vont au-delà des textes. Parce qu'après tout, il faut dire, les autorités sont là pour le peuple. C'est l'intérêt supérieur du peuple qu'il faut regarder. Les sanctions, est-ce que ces sanctions-là visent à faire du bien au peuple ou bien elles visent à sanctionner les autorités? Je crois qu'il faut se pencher du côté de la grande base. Il faut se pencher du côté du peuple, de la nation. Chercher véritablement l'intérêt de la nation. Est-ce que ces mesures, conformément à ces dispositions que nous avons vues, font du bien au peuple, aident le peuple nigérien à sortir de la situation actuelle? Je crois que non. Parce que la preuve est que jusque-là, nous n'avons pas pu sortir. En fait, la CEDEAO n'a pas obtenu ce qu'elle a recherché à travers ces sanctions. Donc pourquoi ces sanctions alors? Je crois que la meilleure façon, c'était la voie diplomatique, la voie de négociation, afin de sortir de crise. Et je crois que si on privilégie le dialogue, on privilégie la négociation, un terrain d'entente peut être trouvé. On dit que rien ne se résout dans le silence, que c'est par le débat que jaillit la lumière. C'est à travers les discussions qu'on peut trouver une solution face à la crise que nous vivons actuellement. Et c'est pourquoi, en conclusion, je voudrais inviter les autorités de la CEDEAO à continuer avec la main tendue afin de trouver une solution face à cette crise pour alléger la souffrance du peuple nigérien.